Bonjour à tous. Alors, j'avais pas prévu de rebondir sur l'actualité, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais sur ma chaîne habituellement, mais j'ai décidé pour aujourd'hui de changer un petit peu le petit programme que j'avais en tête des vidéos que je publierai pour vous parler d'un sujet très grave et qui est encore pas mal tabou, il faut dire, puisque c'est l'inceste. Alors, comme vous savez sans doute, il y a eu très récemment l'apparition de ce livre de Camille Kouchner, La Familia Grande. Et l'inceste, du coup, s'est invité comme ça dans le 20h. Et quelque part, je vous dirais que c'est normal et c'est même complètement nécessaire parce qu'on a eu MeToo, ce qui a permis de parler des agressions sexuelles. On a eu le consentement l'année dernière de Vanessa Springora et du coup on a pu parler des agressions sexuelles sur les mineurs et des relations d'emprise avec notamment le choc de cette fameuse séquence là sur le plateau d'Apostrophe de Bernard Pivot que vous avez certainement vu, où on voit l'agresseur de Vanessa Springora, donc un auteur que j'ai même pas envie de citer, qui parle sur un ton très léger et même amusé devant les autres invités de son goût pour les très jeunes filles. Autrement dit, il parle ouvertement, y compris dans ses bouquins apparemment, de pédophilie. Donc l'émission date de 1990, autrement dit elle est d'hier, c'est complètement hallucinant. Et donc enfin, on parle désormais d'inceste. Alors j'ai voulu faire cette vidéo pour vous expliquer comment j'ai rencontré ces questions, moi personnellement, dans ma pratique, et pourquoi c'est un sujet dont il faut absolument parler. Alors, je vais faire un petit retour en arrière personnel pour vous parler de tout ça aujourd'hui. Donc en 2005, j'étais psychologue depuis environ 4 ans. Et cette année-là, en 2005, j'ai été recruté par l'hôpital psychiatrique de Castellucci, chez moi à Ajaccio. Comme vous savez peut-être, si vous regardez mes vidéos régulièrement, vous savez que je vis aujourd'hui, j'exerce à Montréal, au Québec, mais mon chez-moi reste la Corse, et donc à cette époque-là, c'était il y a maintenant 16 ans, j'étais un jeune psychologue, et donc j'assurais des missions extra-hospitalières en CMP, en hôpital de jour, et aussi dans des services intra-hospitaliers, donc là où des personnes sont hospitalisées en psychiatrie. Et j'avais notamment un temps de travail dans un service qui accueillait beaucoup de personnes en situation de crise, et notamment de crise suicidaire, donc le service du docteur Marie-Hélène Catino, qui est devenue une amie. Alors voilà, à ce moment-là de ma carrière, j'étais un psychologue freudien et lacanien, et ce que je m'attendais à voir, c'est ce qui est décrit chez Freud, c'est-à-dire ce qu'on appelle des névroses, donc des hystériques, des névroses obsessionnelles, des névroses d'angoisse, tout ça, en plus des personnes qui bien sûr ont un trouble psychotique, comme la schizophrénie, ou qui ont une maladie bipolaire. Et effectivement, il y a un certain nombre de personnes que je rencontre qui sont hospitalisées dans un état délirant, qui entendent des voix, qui ont des symptômes d'automatisme mental, qui ont donc clairement un tableau psychotique, que ce soit une maladie mentale aiguë ou chronique. Et moi, mon rôle, c'est d'aider toutes ces personnes à travers la crise qu'elles traversent, et mon focus est un petit peu plus sur les névrosés, parce que censément c'est vraiment là le champ d'application le plus classique de la psychanalyse. Sauf que voilà, le problème c'est que des névrosés, donc ce dont on m'a parlé pendant toutes mes études de psychologie, j'en vois pas. Des personnes qui ressemblent aux grandes descriptions freudiennes de la névrose, j'en vois jamais. Mais quand je dis jamais, vraiment, j'en vois jamais. Et même à la limite, au bout d'un moment, je comprends même plus vraiment de quoi on parle quand on parle de névrose. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Et donc j'ai lu tous ces textes de Freud, qui sont fameux, qui sont célèbres, en étant impatient d'aider des personnes à partir de ce qui est censé être des productions de l'inconscient, donc les lapsus, les actes manqués, les rêves. Sauf qu'on dirait que les gens ne parlent pas du tout de ça, et que si je tente de souligner l'importance de ces manifestations, ça tombe toujours à plat, et c'est clairement pas au centre des préoccupations des personnes que je rencontre. Autrement dit, je ne reconnais pas dans ce que les gens me livrent ce qui est central dans l'œuvre de Freud, et notamment ce dont il parle dans ces cas cliniques de patients. Et donc la réalité sexuelle de l'inconscient freudien, c'est peut-être très intéressant comme orientation théorique,
mais ça ne me semble pas du tout être une grille de lecture pertinente quand j'écoute ces personnes-là. Par contre, ce que je vois et ce que j'entends essentiellement, tout le temps, mais alors vraiment tout le temps, et qui semble beaucoup plus en phase avec les préoccupations des personnes, puisque c'est de ça qu'ils parlent hein, tout le temps, c'est les conséquences des événements de vie traumatiques, les choses douloureuses qu'ils ont traversées dans leur vie. Et les traumas, dans ce que j'entends, ils sont vraiment omniprésents dans la vie des gens qui viennent d'être hospitalisés. Ils sont parfois récents, mais la plupart du temps, en réalité, ils sont anciens et même très anciens. Hein. Et il y a quelque chose qui est, pour moi, incroyablement choquant, ce sont les traumas subis dans l'enfance. La violence, par exemple, d'un parent alcoolique, la violence physique, la violence psychologique, les insultes, les menaces, les humiliations, hein, se faire dire et répéter pendant toute son enfance qu'on n'est qu'un bon à rien, qu'on est un taré, ou l'invalidation émotionnelle constante hein, à cause d'un parent immature, puis aussi la négligence, hein, c'est-à-dire laisser un enfant seul trop jeune, trop longtemps, sans s'occuper de ses besoins. Voilà, alors c'est ça que j'entends tous les jours en service de psychiatrie. Plus, encore une chose, dont évidemment je sais que ça existe, mais pas du tout dans de telles proportions, c'est l'inceste et de manière plus générale les agressions sexuelles sur les enfants. Autrement dit, je suis face à des adultes qui ont été pour beaucoup victimes d'agressions sexuelles dans leur enfance. Et ces personnes, elles viennent de rentrer en hôpital psychiatrique parce qu'elles sont en pleine crise suicidaire, ou elles ont tenté de se suicider, et heureusement elles n'ont pas réussi. Et donc elles sont face à moi, et une proportion énorme de ces gens me dit avoir subi de la violence psychologique ou physique dans l'enfance, et pour une grande partie d'entre eux, il s'agit de violences sexuelles, avec toutes sortes d'histoires sordides hein, et terribles. Alors je ne rentre pas dans les détails ici, notamment quand l'agresseur est un parent, le père, le grand-père, le grand frère, le cousin, le beau-père, etc. Et ça pour moi c'est vraiment un choc, et c'est un choc à 4 niveaux. Un premier niveau pour lequel je trouve que c'est extrêmement choquant, c'est sur le plan de la fréquence, parce que comme je l'ai dit, je ne m'attendais pas un tel raz-de-marée, hein, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi fréquent. J'en entends parler tous les jours, j'en entends parler par des personnes différentes, par des patients différents, et puis c'est tous les jours. C'est aussi un choc culturel, en quelque sorte, parce que je pensais qu'on était relativement préservé de ça en Corse. Hein. Alors ça, c'est vraiment une vision extrêmement naïve, hein. Mais j'avais cet a priori, parce que en Corse, c'est vrai que les liens familiaux sont quand même tissés très serrés. Et ça me laissait peut-être penser ou imaginer que c'était moins présent qu'ailleurs. Et effectivement, c'était très très naïf. Et c'est aussi un choc sur le plan clinique, parce que écouter toutes ces personnes parler de ça me force à voir l'impact sur la vie de ces gens qui 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et parfois plus après sont restés marqués au fer rouge par ces agressions, et qu'elles se retrouvent tellement en détresse qu'elles sont hospitalisées en psychiatrie, certes avec des parcours de vie très différents bien sûr, hein, mais toujours d'une manière ou d'une autre marquées par ces violences sexuelles imposées par un membre de la famille ou un étranger. Et enfin, c'est aussi un choc intellectuel. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment ça se fait que je suis allé toutes ces années à l'université, que j'ai étudié la psychologie, et puis en plus la psychologie clinique et la psychopathologie, comment ça se fait? Comment c'est seulement possible qu'on ne m'ait pas parlé de ça comme d'un sujet incontournable? Comment ça se fait que la question de l'inceste, hein, si le mot a été prononcé à l'université, ça a été seulement, je crois, en 2 occasions. Hein. Premièrement, pour faire référence à un texte de Freud qui s'appelle Totem et tabou, qui est une espèce de mythe anthropologique intéressant d'ailleurs, hein, pour parler de l'interdit de l'inceste comme fondement de la création de l'organisation sociale. Ou deuxièmement, quand on en parle, quand l'inceste est évoqué, c'est sous la forme d'un fantasme, à savoir le complexe d'Oedipe. Donc vous voyez, c'est abordé sous l'angle d'un mythe, ou alors c'est sous la forme d'un fantasme inconscient qui serait présent chez tout le monde. Et donc la question, c'est comment on peut former des gens pendant des années à exercer le métier de psychologue
sans faire référence à l'inceste comme quelque chose qui n'est pas un fantasme inconscient, ou sans utiliser un mythe, mais pour dire que c'est avant tout une réalité sociale, une réalité familiale extrêmement fréquente et aux conséquences psychologiques catastrophiques sur des centaines de milliers, des millions de personnes. Alors moi j'ai une réponse à ça, et c'est probablement juste un élément de réponse, très partiel, mais je vais le dire quand même, c'est que à mon avis, dans les années 90, à l'époque où je faisais mes études de psychologie en France, beaucoup de maîtres de conférences, c'est-à-dire les enseignants, pour beaucoup, ce sont en fait des gens qui clairement n'avaient jamais mis les pieds dans un hôpital psychiatrique et qui ont très grande connaissance, souvent des textes, des théories, mais en réalité ces enseignants n'ont pas vraiment exercé comme psychologue, ou très peu, ou alors peut-être dans des contextes très limités. Et donc, quand ils nous parlaient à nous, étudiants, de la souffrance psychologique des névrosés, en réalité, je crois qu'ils nous parlaient surtout de ce qu'ils en savaient, à travers de ce qu'ils avaient lu, à travers des textes, mais pas nécessairement à partir d'une pratique clinique. C'est-à-dire une pratique clinique à partir de personnes qu'ils auraient rencontrées directement. Alors bien sûr, je ne veux pas tirer à boulet rouge sur l'université française, parce que d'abord je ne suis pas du tout certain que c'était différent dans les autres pays d'Europe et du monde, dans les départements de psychologie dans les années 90, quand moi donc j'étais étudiant. Mais n'empêche que c'est préoccupant de constater que ceux qui avaient à cette époque la charge de former des psychologues étaient si peu sensibilisés, voire complètement ignorants de ces réalités, celle de la question traumatique, celle de la question des agressions sexuelles sur enfants, et bien sûr la question de l'inceste, puisque toutes ces choses-là n'étaient pas du tout enseignées. Alors pour qu'il y ait un tel vide, et surtout un tel écart entre la réalité du monde, celle que j'ai découverte en hôpital psy, et la réalité universitaire, c'est qu'il y a un problème quelque part. Je veux dire, pour moi en tant que psychologue aujourd'hui, bon c'est pas le cas, mais enfin si j'étais dans un département de psychologie dans une université avec une charge de cours et que j'étais associé à une réflexion pédagogique sur qu'est-ce qu'il faut enseigner, si dans un cursus de psychologie, s'il n'y avait pas un gros volume d'enseignement sur la psychotraumatologie et plus spécifiquement sur les conséquences psychologiques des agressions sexuelles et la réalité du travail avec les victimes d'agressions sexuelles, s'il n'y avait pas ça, je dirais mais ça ne marche pas, quoi. On ne peut pas prétendre former des gens dont le métier va être d'aider des personnes sur le plan psychologique pendant des années sans leur parler de ça de manière conséquente. C'est pas possible, ça n'a pas de sens. Et donc ce silence à l'université sur la question de l'inceste, en tout cas dans les années 90, je ne sais pas si c'est plus abordé aujourd'hui, mais en tout cas ce silence à mon avis est très inquiétant. Il ne prépare pas suffisamment ceux qui seront les psychologues de demain, dont je fais partie puisque on est demain par rapport à mes études, et donc il y a un silence qui finalement fait écho au silence des familles qui vivent de l'inceste. Et un silence qui fait écho au secret, au non-dit qui a lieu dans toutes les familles incestueuses et qui bâillonne les victimes. Alors bon, j'ai émis l'hypothèse que les gens qui nous enseignaient la psychologie à l'université à cette époque n'avaient jamais eu de pratique clinique consistante, mais une autre hypothèse qu'on peut faire, c'est que peut-être à force de voir l'inceste uniquement sous la forme d'un fantasme ou d'un mythe, peut-être qu'on finit aussi par plus vraiment écouter les gens en souffrance parler de ça. Peut-être que les personnes le mentionnent timidement, évidemment, si c'est pas relevé en face, comme quelque chose de grave, comme quelque chose de dévastateur, peut-être que les victimes finissent, parce qu'elles ont tellement appris à se taire, peut-être qu'elles retournent au silence. Alors, je parle ici des universités de psychologie parce que c'est ce que j'ai connu, mais très honnêtement, je ne crois pas non plus que les médecins ou les psychiatres aient beaucoup plus entendu parler de ça eux non plus. La preuve, c'est qu'en au moins 2 occasions dans ma carrière, j'ai entendu 2 psychiatres différents, à des moments différents, dire que bon, l'inceste, oui, bien sûr, il faut en tenir compte,
mais que dans le fond, c'est pas si grave parce que c'est jamais que la réalisation de quelque chose qui existe chez tout le monde en tant que fantasme inconscient, donc à savoir le complexe d'Oedipe. Donc dire ça, évidemment, enfin, c'est tellement malade, c'est tellement fou que bon, ça sidère même ma propre pensée, enfin je sais même pas quoi, je sais même pas quoi ajouter. Alors, donc vous comprenez que lorsque je vois que la question de l'inceste fait les gros titres de l'actualité, ben, je suis forcément très content, hein, parce que certes, ça risque aussi de déclencher pas mal de mal-être, hein, de l'angoisse, des flashbacks, des flashbacks de souvenirs traumatiques donc chez les victimes, mais je crois aussi que ça peut aider à ce que les victimes se sentent moins seules et moins honteuses, hein, parce qu'évidemment, le drame de tous les crimes sexuels, hein, comme vous le savez, c'est que ce sont les victimes qui portent la honte, hein, et que la honte, c'est une émotion qui fait taire, hein, celui qui la porte. Donc, il est temps qu'on puisse parler de ce sujet et des conséquences à long terme, hein, pour les personnes, parce que ces conséquences ne seront pas seulement sur leur vie sexuelle, c'est pas aussi simple que ça malheureusement, et il faut des années de thérapie pour aider une victime d'inceste. Voilà, alors je voulais parler de ça aujourd'hui, je sais que c'est un sujet extrêmement lourd et douloureux, hein, mais pour travailler depuis plusieurs années avec de nombreuses victimes, c'était important pour moi de vous témoigner de ce qui professionnellement a été une découverte, et beaucoup plus que ça a été un choc auquel j'étais pas préparé, parce que mes études en psychologie malheureusement m'y avaient pas préparé. J'espère que la situation a changé aujourd'hui, ou qu'elle est en train de changer. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui sur ce sujet, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai oublié de le dire, mais je le dis maintenant, n'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner à cette chaîne si vous aimez le contenu, puis si vous appuyez sur la petite cloche, vous serez tenu au courant des toutes nouvelles vidéos. Voilà, à bientôt, bye bye.